Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, alors comme vous savez tous, ce week-end il y a l'élection présidentielle. Donc voilà, je vous invite à aller voter. Alors je ne vais pas faire mon relou comme à la télé. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Hein, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est un droit, c'est un devoir, ok, mais après chacun est libre quand même de faire ce qu'il veut. On va parler un petit peu de politique à travers les paris sportifs, car oui, on peut parier sur la politique dans les paris sportifs. Alors pas forcément quand on est francophone habitant en France, parce que voilà, avec l'Argel, mais voilà, si vous êtes francophone à l'étranger, et même il y a des petites solutions quand on habite en France. Pour ça, il suffit de m'envoyer un mail à travers le blog ou à la radio pour que je puisse vous expliquer tout ça. Donc Nathan étant en vacances, c'est Pierre-Yves qui prendra la relève avec moi pour discuter politique. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être avec moi pour cette émission. En plus, Pierre-Yves adore la politique, donc c'est très bien comme ça. Ensuite, on fera petite analyse, donc ce sera le petit coaching de Pierre-Yves et pas de Nathan, parce que Nathan n'étant pas là. Je vois à travers ses feuilles qu'il a quand même bien bossé son match. Je vous dis pas ce que c'est, mais étant sur Brest et Pierre-Yves étant un supporter de Brest, on peut s'imaginer vers quoi il peut s'orienter ce week-end. Voilà. Alors, et c'est un défi de faire une analyse d'un club qu'on supporte. Ouais, parce que généralement, jouer avec son cœur, c'est compliqué. Mais si tu arrives à nous convaincre, pourquoi pas. Et moi aussi, j'ai préparé ma petite analyse, mais ce sera sur un match de Ligue 1. Allez, sans plus attendre, on commence à parler de politique. Donc la politique à travers, bien sûr, les paris sportifs. Alors tout de suite, hein, je préfère le dire, je prends pas position, je vais pas vous dire pour qui je vote. Voilà, même si aujourd'hui j'hésite encore entre deux personnes, mais en tout cas, voilà, j'irai moi même voter dimanche. Alors, est-ce que je serai influencé par des paris sportifs que j'ai fait? Je n'en sais rien. Mais influencé par les sondages? Pas forcément par les sondages, mais par des paris que j'ai fait en fait. Tu vois, c'est complètement idiot, sachant que je l'avoue, j'ai pas forcément lu tous les programmes de tous les candidats parce qu'il faut se défarcir quand même. Voilà, j'ai lu voilà vite fait les deux qui pouvaient m'intéresser, mais je trouvais que c'était intéressant de toucher deux mots parce que on peut parier sur la politique. Alors vite fait les derniers sondages. Ils sont tombés là ce matin, donc je peux vous les donner comme ça. Donc il y a eu 11 000, c'est un échantillon de 11 600 personnes. Peut-être rappeler aux auditeurs qu'on est mercredi matin et qu'il y aura sans doute encore d'autres sondages Oui, voilà. vendredi soir, fin de la campagne électorale. Il n'y a plus le droit de publier des sondages à partir du vendredi soir, c'est ça? C'est 48 Minuit, heures. Ouais, voilà. c'est ça, 48 heures avant. Voilà, on voit que Pierre-Yves est politique, ça fait plaisir. Emmanuel Macron est à 23%, il a perdu 2%. Marine Le Pen à 22,5%, elle a perdu 2,5%. François Fillon, c'est la remontada, il a 19,5%, il a pris 2%. Jean-Luc Mélenchon, il a 19%, il a pris plus 4%. Et derrière, bah alors là, bon, on le connaît un peu parce qu'il est de chez nous, Benoît Hamon. Alors c'est la dégringolada, hein, à l'inverse de la remontada. 8%, ça fait mal quand tu sais que normalement c'est celui qui a été élu à gauche. Et puis après, bon, Dupont-Aignan 4%, Philippe Poutou 1,5%. C'est pas mal quand même, Philippe Poutou 1,5%. Voilà, donc les derniers sondages. Alors, normalement, il faut citer tous les autres là. Ouais, mais on est quand même assez. Ok, d'accord, je te le fais. Alors, Jean Lassalle, 1%, Asselineau 1%, Nathalie Arthaud 0,5%, Jacques Cheminade 0,5%. Bon, je pense qu'il y en a, ils sont plus proches peut-être en dessous de 0,5%. Voilà. Temps vers zéro. Voilà, c'est ce qui marque là, mais c'est 0,5% égal. Bon, faut interpréter ça que ça va être peut-être plus bas que 0,5%. Mais bon.
En tout cas, ils sont là, ils ont eu leurs 500 signatures, hein, c'est ça l'essentiel. Donc, ils représentent bien quand même un certain nombre d'électeurs, donc il faut les citer. D'ailleurs, il y a eu des polémiques dans On n'est pas couché, des choses comme ça, où généralement les petits candidats étaient un petit peu pris pour des... Comment je pourrais dire ça? Non, je ne vais pas le dire, mais voilà, ils étaient pris des fois un petit peu plus bas que ceux qu'on connaît un petit peu plus. Alors, Pierre-Yves, toi, au niveau là, donc déjà, je sais pas si tu savais qu'on pouvait faire des paris sportifs sur la politique. Alors non, mais où peut-on faire? C'est ça la question. Où peut-on faire? Alors déjà, ce qui se passe normalement, c'est pas en France parce que l'Argel n'autorise pas les paris sur la politique, mais il y a aujourd'hui beaucoup de francophones aussi à l'étranger qui peuvent voter par procuration. Ça existe. Donc déjà, on parle aussi pour eux. Et puis en France, aujourd'hui, il y a quelques moyens quand même de pouvoir accéder à des bookmakers comme ça à l'étranger pour pouvoir jouer sur de la politique. Donc voilà, il y a un site, par exemple, s'appelle Betfair, que vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir le vrai Betfair de France. Il y a des moyens détournés pour ça. Contactez-moi si vous voulez le savoir. Voilà, donc tu peux jouer surtout sur les sites anglo-saxons sur la politique. Tu peux jouer sur la prochaine couleur de la reine-mère quand il y a un grand événement. Tu vois, tu peux jouer surtout le prochain. C'est-à-dire que les Anglais, sans problème, pourront parier sur la prochaine législative du 8 juin. C'est ça. Il y a déjà des paris, là, j'ai vu, qui étaient voilà. Tu peux même parier, j'ai vu sur, par exemple, je prends un exemple au hasard, Marine Le Pen, en fait, entre quelle tranche de pourcentage elle sera? Elle sera entre 20 à 25, 25 et 30, 15 et 20, tu vois? Bon, ouais, tu peux jouer sur tout, c'est ça qui est quand même hallucinant avec les anglo-saxons. J'espère que ça arrivera chez nous un jour. Après, je pense que chez nous, c'est parce qu'il y a une question d'éthique et voilà, parier sur la politique, c'est pas très, très, très bien vu. Bon, voilà, après, chacun se fait son avis, mais bon, en tout cas, voilà, c'est possible. Alors, je vous donne la dernière cotation de ce matin que j'ai pris, que je suis allé voir. Nous avons Emmanuel Macron favori à une cote de 2,15, François Fillon à une cote de 4, Marine Le Pen à une cote de 5, Jean-Luc Mélenchon à une cote de 9,5, et après François Asselineau à 300 et Benoît Hamon à 1000. Alors là, c'est bizarre parce qu'ils mettent François Asselineau avant Benoît Hamon. Je pense que Benoît Hamon sera quand même un peu devant. On est bien d'accord? Je pense. Bon, les probabilités sont, voilà, sont du même tonneau, je pense. Je pense qu'Hamon sera plutôt autour de 8, Asselineau autour de 1, 1,5. C'est pour ça que là, des fois, il y a des choses un petit peu bizarres. Bref, donc voilà. Alors toi, est-ce que ça te surprend cette cotation? Après, ça reflète aussi un petit peu les sondages. Voilà, toi, qu'est-ce que tu penses justement des paris sportifs sur la politique et des codes que je viens de dire? Macron favori. Alors, si on fait une analogie avec ce qu'on fait en paris sportif, on peut s'orienter du côté des dynamiques. Oui. Et c'est ça. Au vu du sondage là dont tu fais écho, au sondage de ce matin, de ce mercredi matin, effectivement, si on regarde la dynamique pure et simple, elles sont pour l'instant du côté de Fillon et Mélenchon. Oui, tout à fait. C'est ça. Eux, ils progressent alors que les autres, ils régressent. Alors après, est-ce que c'est raisonnable de parier politique? C'est une autre question. La question m'interpelle clairement. On est d'accord que ça va choquer, ça peut choquer certains. Ça c'est sûr. Hein, voilà. Après, chacun voit. À la limite, ça peut s'envisager quand tu as déterminé ton vote clairement, purement et simplement. C'est peut-être la deuxième étape, quoi. C'est peut-être l'étape bonus. Quand tu sais déjà pour qui tu vas voter dans ton cheminement, tu fais allez, c'est bon, du bonus maintenant, j'anticipe. Ah bah c'est clair, moi quand je parle avec les amis, voilà, parce que moi j'ai placé des paris dessus, ouais, certains qui sont à fond politique ou qui sont dans la politique, ça peut les choquer. Après, bon, je vais dire, voilà, tu fais pas non plus, tu fais pas de mal à personne, hein, d'accord. Et puis si toi, tu ne vas pas voter par rapport à la personne pour qui tu as parié, bon, tu vois, parce que là, c'est là que ça devient un peu ambigu, en fait. C'est autre chose, là. C'est là que ça devient ambigu. Mais non, voilà, si tu as des convictions, tu vas voter pour la personne que tu penses qui va te représenter le mieux et puis le pays. Donc, voilà, mais on est toujours sur l'accord de raid. Est-ce que c'est... je trouve plus mon mot, mais éthique. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais, éthique ou pas, sachant qu'en France, on est plutôt un pays qui met en avant certaines valeurs, mais en tout cas, c'est possible. Donc moi, je l'ai fait, et d'ailleurs, je vous montrerai. Donc là, la radio, je ne peux pas vous le montrer, mais je vous montrerai une copie d'écran
d'un ami à moi en fait qui a fait des paris sur la politique et je peux vous dire un petit peu le ticket et ce qu'il gagne. Alors il ne perd de l'argent que si Marine Le Pen gagne. Comme beaucoup de monde. D'accord. Oh, pardon, là, c'est sorti tout seul. Donc là j'ai dit on n'allait pas se positionner. Voilà, pas besoin de parier là du coup. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je vous montrer le ticket comme ça vous verrez que c'est vrai. Il gagne 727,45 € si c'est Macron qui gagne. Il gagne 483 € si c'est Fillon. Il perd 896 € si c'est Marine Le Pen qui gagne. Il gagne 238 € si c'est Mélenchon. Et il gagne 7 976 € si c'est Hamon. Bon, autant dire qu'il ne va pas gagner, je pense, 7 976 € parce que Hamon, c'est vraiment... Mais voilà, à part si Marine Le Pen gagne, et je ne suis pas de politique, mais ce serait quand même une grosse surprise, malgré qu'elle a un socle de personnes qui votent pour elle assez fort, parce qu'elle a de grandes chances d'être au second tour. Après, gagner au second tour, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc c'est pas mal. Il gagne il peut gagner là, les deux favoris, c'est Macron-Fillon, 727 ou 483. Donc bon, j'estime que c'est quand même intéressant comme gain par rapport à ce qui peut se passer et aux probabilités quand même. Alors, par rapport aux parieurs sportifs qui parient sur le sport à l'année et celui qui s'amuse à aller plutôt sur le terrain de la politique, est-ce qu'il envisage les choses de la même manière? Est-ce qu'il y a le même type de suivi? Eh ben, je vais te dire oui parce que alors je fais un petit coucou à Luigi parce que c'est lui qui m'en avait parlé et alors c'est pas la copie d'écran de ce qu'a fait Luigi, voilà, mais il m'avait parlé de Mélenchon quand il avait une cote à 170. Il m'avait dit tiens, ce serait sympa de mettre un billet parce que je pense qu'il va baisser. Et aujourd'hui la cote est à 10. Donc tu prends une cote à 170 et aujourd'hui elle est à 10. Quoi qu'il arrive. Si tu la revends, alors après, bon là je vais rentrer dans le truc technique, mais sur Betfair, tu peux faire du back et du lay. Le back, c'est les paris que vous faites d'habitude, parier sur une équipe qui va gagner. Et le lay, c'est à l'inverse, vous pariez contre est-ce que l'équipe ou le personnage politique ne va pas gagner. Voilà, d'accord. Donc voilà, vous pouvez faire ces deux types de paris-là. Et donc, s'il a pris à 170 et qu'il revend en gros à 10, c'est comme en bourse, s'il équilibre bien ses mises, quoi qu'il arrive, il fera un gain. On s'en fiche que Mélenchon gagne ou gagne pas. Tu vois, c'est ce qu'on appelle back et lay. Donc là, on est déjà dans un niveau initié dans les paris sportifs. Mais ceux qui ont intégré tout ça et qui comprennent ça, là, si tu veux, il est sûr de gagner de l'argent. En fait, c'est l'anticipation de marché. C'est comme en bourse. Voilà, là, je parle d'anticipation de marché. C'est que si par exemple, celui qui avait anticipé la dynamique Mélenchon, parce qu'on est bien d'accord, sans non plus prendre position, c'est lui qui a fait la meilleure campagne au niveau... voilà, c'est un orateur quand même, tu l'écoutes quand il parle, quand il y a eu les débats télé, à chaque fois qu'il y avait un sondage à la fin, qui vous a le plus convaincu? C'était Mélenchon. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les sondages qu'ils ont fait. Et voilà, et cette dynamique-là, passer de 170 à 10, c'est quand même assez énorme. Donc voilà, vous pouvez, c'est comme, je sais pas, moi par exemple, quand je fais des coachings avec Nathan, donc quand moi je donne ma cote, par exemple, 2-3 jours avant le week-end, une cote à 1,40, ça arrive que le week-end elle a 1,30. Donc en fait j'ai anticipé en fait que les gens allaient aussi aller sur ce pari-là et qu'il était bon à prendre. Donc ça c'est pas à négliger. On appelle ça de l'anticipation de marché et ça c'est très intéressant à jouer comme Macron. Alors juste pour aller plus loin, je peux te donner les cotes qu'il y avait par exemple fin janvier. Tu vois, ça peut être intéressant. Donc fin janvier, c'était pour resituer avant voilà. les révélations du canard enchaîné. En fait, je vais vous donner les cotes fin janvier et mi-février. Et puis vous allez voir la petite différence de cotes. Tu vois, c'est avant l'affaire Fillon et après l'affaire Fillon. Donc fin janvier, Fillon favori à 2. Alors qu'aujourd'hui c'est Macron. Hein, okay. Emmanuel Macron était deuxième à 3,50. Marine Le Pen, elle était stable, elle était toujours à 5. Benoît Hamon avait une cote de 85 et Jean-Luc Mélenchon, elle est là, la cote à 170. Je vous mettrai les copies d'écran aussi. Ça, c'était fin janvier, avant l'affaire Fillon. Mi-février, donc 2 semaines après, Emmanuel Macron favori à 2,30. Marine Le Pen est passée deuxième favorite à 3,75 et Fillon était remonté troisième favori à une cote de 7. Voilà, en fait, il avait... et puis pour te dire, Fillon, il a fait le yo-yo, parce qu'il est même monté à 20,30. Je ne sais pas si tu te rappelles, il avait fait un discours un jour en disant, voilà, je rassemble les journalistes, et tout le monde pensait qu'il allait dire, j'arrête.
Ah oui, dans, Et en fait, dans la matinée, la côte était descendue. ça a bougé. Là, je peux pas vous mettre je pourrais peut-être essayer de vous mettre le graphique de la côte de Fillon, vous verrez. Mais ça a été assez surprenant parce que beaucoup de gens pensaient qu'il allait partir. C'était un véritable crack. Là. Donc la cote, non mais la cote a monté parce qu'il pensait. Et puis dès qu'il a dit que bah non, il restait, bah la cote a commencé à redescendre. En fait, c'est comme les marchés en bourse où on va dire il y a la guerre, pas la guerre, un attentat, pas un attentat, et ça fluctue comme ça. C'est assez impressionnant à regarder et intéressant à analyser. Et Benoît Hamon là était descendu à 20 parce que il avait remonté et là je peux même pas te dire la cote de Mélenchon parce que là à ce moment-là je l'avais voilà, elle devait être encore autour de 100 120, un truc comme ça. Et donc maintenant mi-avril, comme je vous ai dit, Macron à peu près stable, François Fillon il reprend des voix, donc sa cote diminue, Le Pen 5, et elle, tu vois, c'est le socle, elle a un socle de gens qui vont voter pour elle qui bougent pas. Voilà, qui bouge pas. Et Jean-Luc Mélenchon, il est redescendu à 10, alors que Benoît Hamon est passé à 1000. Quoi. Donc, tu vois, ça a fluctué pendant 2 mois. Et j'adore regarder ça. Et j'adore essayer de comprendre la mécanique et d'essayer d'anticiper des choses. Donc, tu vois, alors je sais pas si c'est intéressant pour quelqu'un qui adorait la politique, mais qui voyait pas tout cette fluctuation de. Tu vois, moi, je trouve ça sympa à comprendre et à regarder, en fait. Il y a peut-être presque quelque chose de plus simple encore par rapport aux paris sportifs. Alors, moi j'ai une expertise dans les paris sportifs où je vais étudier des stats, des choses comme ça, avec mon expérience de 18-19 ans pour avoir déjà vu certaines choses. La politique, le problème, c'est que tu peux. Pourquoi les clones fluctuent? C'est juste les sondages. Mais quand tu vois ce qui s'est passé aux États-Unis, où Trump était pas du tout prévu et qu'il a gagné, les sondages, le Brexit, pareil. Est-ce que tu peux te fier aux sondages aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, c'est pas au deuxième tour, normalement c'est prévu au deuxième tour là d'avoir Emmanuel Macron, Le Pen ou Macron-Fillon, Fillon-Le Pen? Est-ce qu'on va pas avoir un Mélenchon-Le Pen, par exemple? Tu vois, j'en sais rien. Bon, Hamon, je pense que c'est fini, mais voilà. Est-ce qu'on va pas avoir une surprise? Tu sais, les urnes, il y a encore, je crois, 30% d'indécis en France. Macron, il a un socle qui est pas très, très sûr. Les gens, voilà. Le Pen, bon, c'est sûr qu'elle sera à 5. Qu'elle sera à 5. Il y a des chances qu'elle soit au second tour parce qu'elle, de toute façon, je pense pas que ça fluctue beaucoup. Électorat volatile contre électorat sûr. C'est ça, c'est un peu ça. Et Fillon, aujourd'hui, il y a gros point d'interrogation. Parce qu'il remonte dans les sondages, donc est-ce que les gens ont pardonné ce qu'il a fait? Est-ce que, au contraire, les gens de droite se disent oh là là, mais on va se taper un Macron-Le Pen ou un Mélenchon, hors de question, même si Fillon a fait des choses. Mais aujourd'hui, attention, présomption d'innocence. Voilà, c'est pas parce que sa femme est mise en examen, lui il l'est pas, donc on va prendre des pincettes là-dessus. Ils reviennent sur Fillon parce que voilà, ils sont de droite, ils veulent voter à droite, ils veulent un candidat, je sais pas, ils veulent l'alternance. Donc ils disent bon allez, là on arrive à 5 jours, on arrête les conneries et puis on revient voter pour lui parce qu'on vote pas pour un homme, on vote pour un programme, tu vois. Donc c'est ça ce qui peut se passer. Donc voilà, je trouve ça tout ça vraiment très intéressant, allié comme ça politique paris sportif. Ça peut choquer, je le redis, des gens au niveau éthique, mais voilà, là je suis pas pour prendre position. Là j'étudie des courbes, des chiffres, des probabilités. Voilà, bon, moi je trouve ça très intéressant. C'est pas plus bête que, comme j'ai déjà dit, en bourse, les gens vont acheter des céréales, revendre des céréales. Le problème, c'est qu'ils vont causer la famine dans un pays. Nous, là, on n'est pas en train de torpiller le pays ou quoi que ce soit. Chacun ira voter en son âme et conscience. Voilà, encore une semaine avant les élections. Donc, voilà, les sondages ne font pas tout. Ils se trompent aussi. Et vu que les gens qui parient utilisent aussi les sondages, ça peut tromper tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une surprise? Je ne sais pas. Y a-t-il une moralité? Ça, c'est un autre débat. On verra. Mais en tout cas, voilà, on a fait un petit point sur les paris sportifs et la politique. Allez, maintenant, on revient aux sources, on va dire. On revient à l'analyse. Et on va dire au coaching de Pierre-Yves. Alors Pierre-Yves, il était déjà venu dans l'émission, il avait fait un pari d'ailleurs qui était bon, mais je ne sais plus lequel c'était. Mais je crois que l'analyse n'était pas mauvaise. Nathan, la semaine dernière, alors moi je crois que mon pari aussi est passé. Nathan, alors de mémoire, je ne sais plus ce qu'il avait parié, mais toujours est-il qu'il est sur une très bonne série. Oui, il me semble qu'il était encore passé la semaine dernière. Il me confirmera ça la semaine prochaine, mais je crois que c'était bon. Donc, Pierre-Yves, la lourde tâche à toi de continuer dans cette voie. Voilà. Allez, sans plus attendre, on passe au coaching. Allez, go. On enchaîne donc le coaching de
Pierre-Yves. Alors, Pierre-Yves, aujourd'hui, tu nous envoies dans quel sport et dans quel championnat? Alors, je vous envoie tout droit en Ligue 2. Il s'agit bien donc de foot et je vais vous parler. Donc, on va faire une analyse du prochain match du leader brestois, du leader de Ligue 2. C'est bizarre. C'est étonnant, mais j'ai choisi ce match aussi parce qu'il a de l'intérêt. C'est vrai. Alors, quel intérêt pour ceux qui ne suivent pas trop la Ligue 2? Alors, la Ligue 2, pour l'instant, nous avons un trio d'équipes qui sont Brest, Strasbourg et Lens. Donc, on rappelle les enjeux en Ligue 2, c'est les deux premiers montent et le troisième affrontera le 17e. C'est ça, de Ligue 1, c'est ça. De Ligue 1. Et donc, vaut mieux avoir les deux premières places. Alors là, c'est le premier. Donc Brest, oui, qui va affronter le 6e, Amiens. Et alors, ils ont beau être 6e, ils peuvent toujours, théoriquement, mathématiquement, accéder à la 3e place qui pourrait leur donner cette place de barragiste. Il reste 5 matchs. Alors là, ça va être la 34e journée. C'est ça. Il va rester 3 matchs à jouer après ce match. Ah, il reste plus qu'après ce match, il reste. D'accord, ok. Et oui, on rentre dans le money time. Plus que dans le money time. Oui, c'est ça qu'on appelle ça. La dernière ligne droite, voilà, il y a plein d'expressions pour ça. Alors, on t'écoute. Alors, sur ce Brest-Amiens, donc, j'ai commencé, alors tu vois, par faire regarder un peu la dynamique des deux équipes. Alors Brest. On appelle ça la forme du moment. La forme du moment, ouais. C'est ça qu'on a. Mais vas-y, Alors, Brest est sur 4 victoires, 2 défaites, 2 nuls. Et si on regarde les 4 derniers matchs, ils sont sur 3 victoires. Et la dernière remonte déjà à quelques temps, c'était une défaite à l'extérieur contre Strasbourg, une défaite cinglante 4-1 donc à l'extérieur. Mais l'équipe s'est bien ressaisie, puisqu'elle a enchaîné une victoire à domicile contre Laval qui joue le bas de classement, qui a changé d'entraîneur. Mais qui a battu. Thierry Goudet a fait un exploit, il a battu 5-2 Reims le week-end dernier alors qu'il perdait 2-0. C'est la remontada lavalloise. La sublime remontada. c'est l'effet Thierry Goudet, qui a été entraîneur du Stade brestois dans les années 2000. On ne l'oublie pas. Exact. Et il y a eu cette victoire contre Laval à domicile. Alors la victoire à l'extérieur contre Lens. Donc une belle victoire à l'extérieur au Stade Félix Bollaert. J'ai vu le match. Et puis une victoire à l'extérieur enfin la semaine dernière contre Niort, qui n'était pas gagné, c'était pas gagné. Pas gagné du tout, et puisqu'en plus il y avait 2 absents, il y avait Bruno Grougy, donc qui s'est transformé en 6, le vénérable Bruno Grougy, et puis Batokyo, donc l'animateur de cette attaque brestoise, et puis qui était absent. Pelé aussi, non? Pelé aussi. Donc en fait on avait 3 leaders techniques qui étaient out. Voilà, et on y reviendra. On y reviendra. Alors, du côté d'Amiens, donc on est sur 3 victoires, 1 nul et 4 défaites sur les 8 derniers matchs. Donc la dynamique est quand même moins flamboyante, la forme du moment, si tu préfères. Il y a eu une victoire contre le Havre à domicile pour les Amiénois, mais il y a eu ensuite 2 défaites à l'extérieur. Dont une contre Auxerre qui joue son maintien, et puis Clermont qui est plutôt dans le ventre mou de ce championnat de Ligue 2. Alors après, une fois qu'on a étudié la forme du moment, il faut voir aussi un peu les enjeux. Je sais pas. Oui, vas-y. Oui. Alors Brest, en cas de victoire, peut faire un grand pas vers la montée. Alors une victoire leur permettrait de conserver 3 points d'avance sur le deuxième et surtout 4 points d'avance sur le troisième. Donc à 3 matchs de la fin, ça peut être un très très bon résultat pour ce qui est de la montée. On verra le titre de champion plus tard. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la montée. Donc c'est une belle occasion, une belle balle de break là qui se présente pour les Brestois. Et de son côté, Amiens est 6e. Alors à 4 points de Lens actuellement, la place de barragiste est toujours donc mathématiquement accessible. Reste que Brest, là pour le coup à mon sens, sera beaucoup plus motivé, je pense, par l'enjeu potentiel. On parle d'une montée, on parle d'une deuxième place quasi sûre. Alors soit de la motivation ou soit au contraire ça peut créer un surplus de pression sur l'effectif brestois, sachant que de manière générale, l'effectif de Brest jusqu'à présent, lorsqu'il se trouvait dans une situation de balle de break, n'a pas su forcément tout le temps les concrétiser. Donc on va voir comment le groupe brestois va gérer cette pression. À la maison, on est un peu moins bon. Alors, quand on fait le jeu, mais là, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, pour moi, les deux équipes seront motivées. Et surtout, Amiens, je pense qu'ils vont devoir aussi faire du jeu, parce que Amiens veut les 3 points. Parce que s'ils ne font pas les 3 points, 1 point, je pense qu'ils font une croix sur la montée. Donc ils vont ouvrir le jeu, ils vont faire du jeu, et Brest
n'aime pas quand l'équipe garde le bus devant les buts, donc ça peut nous avantager. Je vais compléter ce que tu dis par une étude des scores. Alors, Brest l'a emporté 4 fois cette saison, 2-1 à domicile. Okay. Donc, toutefois, Amiens à l'extérieur, alors dans 18% des cas, c'est 3 nuls. Dans 18% des cas, c'est une défaite par 1-0. Ouais. Et dans 18% des cas, c'est une victoire par 1-0. Donc si on accumule tout ça, ça fait déjà 3 scores qu'Amiens pourrait... Et mis des scores serrés. Des scores serrés. Ouais. Et donc, quand ça passe à l'extérieur, pour Amiens, c'est de justesse. Et en face, on sait que Brest s'est marqué. À domicile, Brest, cette saison, a fait seulement chou blanc à 3 reprises. Donc, c'est-à-dire, c'était des surprises contre Red Star, je sais plus quoi, Ajaccio, je crois. Et Red Star, Ajaccio. Ouais, et il y a un troisième qui remonte en début de saison. Oui, mais ça, ils avaient garé le bus et on devait faire le jeu, on s'est fait contrer. Bon, voilà, c'est le jeu. Donc je vois que tu as bien poussé l'analyse. J'ai juste une question. Bateau-Cuir revient ? Alors, Grougy revient dans le groupe demain. Il s'est entraîné seul hier. Du côté de Bateau-Cuir, on est toujours dans l'incertitude. Et du côté de Damien... Pelé Alors, Pelé, non. Pelé, c'est cuit. Out. Et alors, du côté d'Amiens, j'ai essayé de chercher des choses dans la PQR, du côté du Courrier Picard, s'il n'y avait pas des petites infos sur l'effectif amiénois. Bon, j'ai pas creusé, je suis pas resté un quart d'heure chercher, mais il n'y avait rien apparemment donc ils ont surprenant, donc ils ont l'air d'avoir l'effectif au complet. Alors, pour le coup... Ton pari ? Mon pari, pour le coup, c'est une victoire de Brest, mais que j'assurerais bien quand même avec un petit nul à côté pour être sûr et certain. Victoire de Brest, match nul remboursé ? Ouais. Ok, tu sais la cote ? Non, tu sais pas. Alors j'ai regardé les cotes, donc 1-8 pour une victoire brestoise, 3-3 pour un nul et 4 pour Amiens. Ok, donc match nul remboursé, donc draw no bet, handicap 0, tout ça, ça veut dire pareil. Je pense que tu dois te situer là autour de 1,25, 1,30. Donc moi, si sur ce match-là, c'est ce pari-là que je prendrais aussi. Le problème, c'est que je ne parierai pas là-dessus parce que je vous le dis pour ceux qui savent pas, Brest gagne la Ligue 2 à une cote de 30 que j'ai pris mi-août et Strasbourg gagne la Ligue 2 une cote de 30 que j'ai pris mi-août. Et j'ai pris aussi top 3 à une cote de 6 chacun. Donc, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si le championnat s'arrête là, je fais jackpot. Donc, je ne prendrai pas de paris sur Brest, Strasbourg, tout ça, parce que j'ai déjà des gros paris long terme dessus. Et pour l'instant, c'est bien engagé, je touche du bois, rien n'est fait. Donc, je suis à fond supporter de Brest et aussi de Strasbourg dans une moindre mesure. Donc, ok, on a compris ton pari. L'analyse était bien fournie. Donc, écoute, là-dessus, super. Moi, je vais vite fait, parce qu'on est pressé par le temps, moi, je vais vers Lyon-Monaco. Pourquoi Monaco joue avec 24 heures d'avance que Monaco en Coupe d'Europe, il joue à domicile à Dortmund, alors que Lyon se déplace à Beşiktaş. Bonjour l'ambiance à Beşiktaş quand on voit ce qui s'est passé au match aller. Bon courage à eux, ça va être de la fournaise là-bas, ça va être le bazar à la Turque. On sait comment ils sont chauds. Donc moi, pourquoi je fais ce match-là donc Monaco aura 24 heures de repos de plus que Lyon, ce qui n'est pas négligeable quand on arrive en fin de saison. J'espère que Monaco va se qualifier, parce que j'ai aussi du Monaco gagner les champions en 81 et donc voilà, pour ça il faut se qualifier contre Dortmund. Donc je rappelle, il faudrait que Dortmund batte Monaco de 2 buts. J'espère que Monaco va tenir, j'ai un petit doute parce que Fabinho n'est pas là et le milieu de terrain Bakayoko, Moutinho, c'est quand même moins bon quand Fabinho est là. Mais ce que j'imagine dans ce match-là, c'est que Lyon va être aussi un peu cramé. Si en plus ils sont éliminés, un peu la tête dans le sac. Au niveau de la 3e place, c'est mort parce qu'ils ne peuvent plus remonter Nice. Donc là, ils jouent pour la 4e place. Voilà, avec des équipes qui poussent derrière. Mais Monaco, avec Paris qui a gagné, on ne sait pas comment hier à mettre ça à la 94e minute, merci Matuidi, sont renouveau co-leader avec Monaco. Donc moi, j'irai plutôt, Monaco. Je prends Monaco plus 1 à une cote qui est à 1,26 aujourd'hui. Parce que j'imagine pas Monaco se prendre une rouste à Lyon. Ils vont tout faire pour au moins ramener un match nul, parce que ce match-là a été coché pour eux. Ça va être le match le plus compliqué qui leur reste de fin de saison. Il faut au moins prendre un point, parce qu'ils ont droit à une erreur dans leur calendrier, et c'est peut-être là-bas qu'ils vont faire le faux pas. Sinon, les autres matchs, ils pourront les gagner. Donc voilà, je vois pas dans le scénario du match, je vois Monaco, le pire du scénario, ils vont peut-être perdre d'un but, mais je les vois au moins ramener un match nul. Donc le plus 1, handicap plus 1 à 1,26 me semble intéressant, c'est-à-dire que Monaco a le droit de perdre ce match d'un but et nous, on serait remboursé. Pierre-Yves, merci à toi d'avoir relayé Nathan.
Eh bien, de rien. Merci. J'espère que je ne vais pas faillir Ah, la bah, la recette série. du succès qu'a établi Nathan depuis presque 7 semaines. Là, il est sur une Il est sur une bonne voie pente. royale. C'est ça. Magnifique. Je serai au match, moi, à 15h. Samedi prochain, et j'enchaînerai aussi avec le hand dimanche. Autant dire que ça va être un week-end de sport au niveau local pour moi. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous voulez que je traite telle ou telle chose dans l'émission. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me rejoindre sur mon blog www.pariez-gagnant.com en podcast. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif.